Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous vous disons merci et partout où vous nous regardez à travers le monde entier et bienvenue aujourd'hui à un autre numéro sur votre chaîne. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène un grand homme politique dans la province du Haut-Katanga que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Nous sommes avec lui ici. Et avant d'en arriver, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne, d'activer aussi la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur WhatsApp, dans plusieurs groupes, nous sommes sur TikTok, sur la page Facebook, nous sommes sur Instagram et nous sommes aussi sur YouTube. Donc abonnez-vous massivement pour nous permettre de bien vous servir. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, comme je vous ai annoncé dans mon prélude, je m'en vais recevoir ce grand homme politique, un baba aussi, un leader politique, un cadre d'un parti politique que vous allez découvrir. Il s'agit bien de maître Mohamed Eyenga, à qui j'ai dit bonjour maître. Bonjour monsieur Étienne, bonjour aux honorables téléspectateurs de la télévision La Triomphe. Merci. Comment la santé, ça va? Oui, ça va, on est là, oui. Au rythme du pays. Au rythme du pays. Voilà, maître Eyenga, Mohamed, c'est avec vous que nous allons faire des petites analyses en ce qui concerne la jeunesse dans la province du Haut-Katanga. Et ma toute première question est celle de savoir quelle analyse vous avez sur la jeunesse dans cette province du Haut-Katanga en général. Merci beaucoup de la parole nous accorder, surtout de nous associer à cette pertinente émission où on va parler autour de différentes questions d'intérêt national. La question qui m'est posée, c'est celle en rapport justement avec l'analyse que nous pouvons faire sur la jeunesse en République démocratique du Congo, principalement dans la province du Haut-Katanga. Je pense que la jeunesse en général, elle est quasiment délaissée, je dis bien en général. C'est une jeunesse qui n'est pas du tout encadrée et qui est beaucoup plus marginalisée et exploitée, surtout pendant cette période électorale. À chaque fois qu'il y a des réunions ou des conférences, des prises de décision, là où les gens doivent se réunir pour se partager les gâteaux, pour se partager notamment des postes de responsabilité, la jeunesse en général, elle est délaissée, elle est écartée. Mais à chaque fois qu'on veut revendiquer certains droits, beaucoup plus sur le plan politique, ou en tenant compte des considérations politiques, en ce moment-là, on fait recours à la jeunesse pour l'aider justement, ou aider ces autorités à pouvoir bénéficier de certains droits. Donc, c'est que je considère comme étant une injustice parce que la jeunesse est compétente. Il y a de l'énergie, il y a de la compétence, il y a de la connaissance, mais il faudrait que nos aînés acceptent de pouvoir nous associer, de nous encadrer. C'est vrai parce qu'on ne peut pas refuser le fait que nos vieux ont de l'expérience. C'est vrai que tout le monde n'a pas de l'expérience positive. Il y en a qui ont une expérience dépassant même leur âge, mais malheureusement une expérience dans les antivaleurs, comme vous le savez, les détournements des deniers publics, la corruption qu'on sort. Nous parlons plutôt de l'expérience positive qui peut aider les jeunes à pouvoir se développer, à pouvoir s'émanciper. Donc on a besoin de cette expérience, on a besoin de l'encadrement de nos aînés. Il ne faudrait pas que les gens pensent que les jeunes sont là pour chercher à tout prix à les écarter ou à les remplacer. Non, nous sommes partisans du mariage intergénérationnel entre les jeunes et nos aînés. Donc les jeunes qui ont effectivement de l'énergie, qui ont de la compétence, qui ont aussi de la connaissance, et nos aînés qui ont effectivement de la connaissance, mais également de l'expérience. Voilà, maître, on vous attend de parler. Vous dites que la jeunesse est un peu délaissée, écartée tout de suite. Et maintenant, selon vous,
qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette jeunesse, s'agissant d'abord de notre province, donc le Haut-Katanga, comment cette jeunesse peut participer au développement de la province en particulier ou de la RDC en général? Mais il faudrait que les jeunes prennent conscience du fait que parce qu'il y en a qui ont toujours chanté la jeunesse c'est l'avenir de demain. Non, mais je pense que la jeunesse c'est l'avenir d'aujourd'hui et de demain. Parce que vous êtes sans ignorer que dans ces pays, les exemples sont légion. Monsieur Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de ces pays, avait accédé à la primature à l'âge de 33 ans. Donc il était jeune comme nous autres. M. Joseph Kabila, qui a dirigé ces pays à l'âge de 29 ans ou 30 ans. Donc il y a quand même des exemples de jeunes qui ont eu accédé à des postes de responsabilité tout en étant jeunes et qui les ont assumés avec efficacité. Donc il faudrait que les jeunes prennent conscience de cet état et qu'ils comprennent que nous avons de la compétence, nous avons de l'énergie, on peut utiliser cette compétence et cette énergie pour nous permettre justement d'accéder à des postes de prise de décision. Mais il faudrait aussi, parce que nous sommes pendant une période de tous les enjeux, nous avons comme l'impression que les jeunes, la plupart des jeunes ne croient pas en leurs collègues jeunes. La plupart des jeunes n'ont pas confiance. Justement, il y a une crise de confiance entre les jeunes entre eux. Donc, entre les jeunes, on ne veut pas se soutenir. Les jeunes préfèrent plutôt soutenir les aînés, soutenir le vieux. Bon, c'est de leur droit le plus légitime. Mais il faudrait que les jeunes comprennent que nous avons tout à fait intérêt à se souder les coudes, à se soutenir. Et à ne pas être de marchepied de qui que ce soit. Parce que les gens ont tendance à déclarer que non, à faire recours aux jeunes à chaque fois qu'ils ont besoin de nous, pour les aider ou pour revendiquer, mais quand il s'agit de pouvoir participer dans des conférences où se prennent les décisions, notamment comment est-ce qu'on peut accéder dans des postes de prise de décision à ce moment-là, on fait recours à tous ces vieux de 70 ans, de 80 ans, qui n'ont rien à dire absolument pour le moment parce qu'ils ont tout donné à la République et pour le moment, en principe, ils devaient plutôt se reposer et laisser les jeunes diriger ou accéder dans différentes instances de prise de décision. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, Maître Mohamed, nous remarquons que la plupart des jeunes se retrouvent dans des mines, dans des carrières minières, tout ça, en train de se débrouiller. Mais oubliant qu'un jour, les mines peuvent disparaître. Maintenant, vous, en tant que leader politique, quelles sont les pistes de solutions ou des voies de sortie que vous pouvez proposer aux dirigeants du pays en général et même en province en particulier? Bon, ce que je peux proposer aux dirigeants du pays, c'est de créer des conditions de vie pouvant permettre aux jeunes de s'épanouir. Parce qu'ici, il faut préciser que s'épanouir ne veut pas nécessairement dire qu'on doit être dans des postes de prise de décision, parce qu'il y a plusieurs millions de jeunes en République démocratique du Congo. Déjà que la population congolaise est estimée à plus de 100 millions d'habitants, et que laquelle population constitue en sa grande majorité des jeunes. Donc les jeunes peuvent être estimés à 60 millions d'habitants, c'est pas majoritaires. Donc ils sont effectivement majoritaires et il est pratiquement impossible que tous ces jeunes soient engagés dans des postes de prise de décision. Donc ce que je peux demander aux autorités, c'est de créer des conditions de vie pouvant permettre à ces jeunes de s'épanouir. On a besoin de jeunes notamment dans la politique, on a besoin de jeunes dans l'entrepreneuriat, donc les jeunes quand même qui entreprennent, qui ont des entreprises, qui créent des entreprises, et l'État les encourage, parce qu'on a comme l'impression que l'État n'encourage pas les jeunes, il n'y a pas de banques d'investissement, des banques qui accompagnent par exemple les projets des jeunes. Nous avons laissé entendre qu'on devait créer un fonds pour encourager l'investissement des jeunes, mais malheureusement ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc il faudrait que l'État ou les autorités créent des conditions pour pouvoir permettre à ces jeunes de s'épanouir dans n'importe quel domaine, parce qu'il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Nous avons des jeunes qui émergent dans la culture, qui émergent dans l'art, qui émergent dans différents domaines, mais il faudrait que l'État soit là pour les encourager à pouvoir s'épanouir dans tous les secteurs de la vie nationale. Ok. Et sous un autre chapitre, Maître, on remarque que la plupart des jeunes qui pratiquent la religion musulmane, s'agissant de cette catégorie, et ils aiment plus se focaliser sur les enseignements coraniques par rapport à cet enseignement universel. Comment vous percevez un peu cet aspect des choses? Bon, je pense qu'au niveau de la communauté islamique, il y a des raisons historiques
qui font à ce que à l'époque les gens se focalisaient beaucoup plus sur les enseignements coraniques plutôt que sur la science moderne. Vous êtes sans ignorer qu'il y avait à l'époque une certaine guerre pratiquement religieuse et quasiment toutes les écoles étaient dirigées par soit l'église catholique, soit l'église protestante. Et à chaque fois que les musulmans envoyaient leurs enfants dans ces écoles, on faisait obligation à ces enfants de pouvoir se convertir. Et la plupart des parents musulmans avaient jugé bon de garder leurs enfants à la maison, de les envoyer dans des écoles coraniques de peur, pour éviter effectivement que ces enfants quittent la religion coranique vers d'autres religions, notamment l'église catholique et consorts. C'était une façon de les protéger, de protéger la foi musulmane, parce que comme je venais de le dire, à l'époque, l'État avait un accord avec l'église catholique, donc les colons, mais également avec l'ECC ou l'église protestante. Et toutes les écoles, quasiment toutes les écoles étaient dirigées, les écoles de l'État, construites avec l'argent de l'État, mais dont la gestion était confiée à ces deux églises. Mais malheureusement, dans le fonctionnement, ces deux églises, et principalement l'église catholique, il y avait une certaine injustice envers les musulmans. C'est pour cette raison que principalement dans le maniement, les musulmans, les parents musulmans avaient jugé bon de ne pas envoyer leurs enfants étudier dans ces écoles de peur de les perdre ou de peur que ces enfants perdent leur foi ou la foi islamique. Mais depuis un certain temps, il faut quand même préciser que depuis un certain temps, il y a un changement considérable au niveau de la communauté islamique. Vous avez des jeunes talentueux quasiment dans tous les secteurs de la vie nationale. Vous avez des jeunes qui fréquentent différentes formations au niveau professionnel, dans des universités, dans des écoles, que ce soit laïques, les écoles conventionnées, catholiques, protestantes ou islamiques, et donc des jeunes qui sont de plus en plus compétitifs. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est un entretien que je suis en train de réaliser avec Maître Mohamed Eyenga. Maître, nous sommes en train de chuter petit à petit parce que nous parlons des élections en République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'acteur politique, nous sommes pendant la période préélectorale. Quel conseil pouvez donner aux uns, c'est-à-dire aux acteurs politiques qui sont sur les manettes, et aux autres, c'est-à-dire la population qui est appelée à élire ces dirigeants? Aux acteurs politiques de l'opposition et de la majorité, nous n'avons que ces pays comme héritage commun. Nous avons cette population qui nous suit, laquelle population, je pense que dans quelques jours, les acteurs politiques de différents camps vont se présenter devant cette population pour présenter notamment leurs projets de société, et c'est à cette population de pouvoir se décider le moment opportun. Donc il ne sert à rien de créer une guerre qui ne dit pas son nom, parce que comme vous le savez, il y en a qui ont postulé mais qui sont au pouvoir, donc qui ont la gestion notamment des différents secteurs, des différents services, de la police, de l'armée, des services de renseignement. Il ne faudrait pas qu'ils puissent profiter de cette possibilité ou de cet avantage qu'ils ont pour mater les autres, pour étouffer notamment l'opposition, parce que malheureusement on l'a constaté dernièrement où les différentes sorties des opposants ont été carrément étouffées. Mon président a été victime de la barbarie des tenants de ses pouvoirs au niveau des Kananga. Il ne faudrait pas que l'honorable Délice Sanga, dont son cortège a été caillassé par les militants incontrôlés d'un parti au pouvoir. Donc il ne faudrait pas que ces comportements criminels puissent continuer. Parce que ces pays n'appartiennent pas aux gens du pouvoir qui sont dans l'union dite sacrée, mais ces pays appartiennent plutôt à ceux qui sont au pouvoir, mais également à nos autres opposants, mais aussi à la population congolaise qui va jouer le rôle d'arbitre le moment à venir. Donc il faudrait que nous puissions nous comporter en toute responsabilité, que nous sommes du pouvoir ou de l'opposition, parce que la campagne électorale c'est juste pour un mois, mais je pense que la population qui connaît chacun des acteurs, c'est vrai qu'on pourra se présenter, mais la population connaît qui et pourra prendre des décisions conséquentes le moment à venir. À la population congolaise, nous sommes pendant une période de tous les enjeux, comme vous le savez, une période très critique. Je sais
je suis confiant et convaincu du fait que vous êtes mature, vous êtes vraiment une population, un peuple de plus en plus mature, vous savez qui fait quoi au sein de l'opinion. Nous avons des gens qui sont dans l'opposition, qui sont censés jouer leur rôle comme il se doit. Nous en avons d'autres qui sont au pouvoir, qui sont aussi censés jouer leur rôle et non se plaindre à volonté. Et donc le moment venu, chacun des membres de ces camps viendra vers vous pour présenter son plan d'action, son projet de société. Je pense que, étant mature, vous allez analyser froidement le projet de société tel que présenté par chacun des candidats et vous pourrez certainement vous décider en tenant compte de l'intérêt général, parce qu'il faudrait ici écarter une certaine corruption qui a élu domicile pendant, généralement, à chaque fois qu'il y a campagne électorale. Nous, au niveau de l'opposition, du G13, on avait proposé à ce qu'il puisse y avoir interdiction faite à chaque candidat de pouvoir corrompre la population pendant la période de la campagne électorale. Malheureusement, nos amis de l'Union sacrée avaient écarté cette proposition pour des raisons faciles à deviner. Ils sont au pouvoir, ils sont en train de détourner et viendront avec cet argent le moment opportun pour vous corrompre. Et même si ces gens viennent avec cet argent, il faut comprendre que ce n'est pas leur argent. C'est l'argent qu'ils ont détourné dans différents projets kilométriques, des projets qu'ils ont lancés avec pompe, mais dont les résultats traînent à être présentés à cette population. Prenez cet argent, mais votez utile. Parce que si vous prenez le risque de voter simplement parce qu'un tel monsieur est venu avec 20 000 francs, vos 20 000 francs pour vous donner, et que vous allez vous risquer d'hypothéquer encore 5 ans. Donc, nous ne souhaitons pas que la prochaine mandature soit une alternance gaspillée comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il faudrait que les gens qui seront en ligne soient des gens qui seront véritablement redevables envers cette population. Que ce soit des députés, que ce soit le chef de l'État qui sera élu. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Qui, à chaque fois qu'un compatriote se permet de les critiquer, il organise un point de presse avec notre argent pour s'attaquer farouchement à ses compatriotes. Il faudrait qu'on puisse mettre fin à ces comportements qui n'est pas du tout républicain, à voter des gens qui sont responsables et surtout des gens qui sont à la hauteur des enjeux, parce que ce pays n'est pas n'importe sur lequel. Ce pays, c'est un grand pays, et donc les gens qui sont censés diriger ce pays, il faudrait que ce soit des gens qui soient à la hauteur des enjeux, des gens qui nous représentent valablement, pas des gens qui vont passer plusieurs années en train de faire les stages au sommet de l'État ou dans des institutions. Voilà, parce que nous parlons des élections maîtres, il y a certaines nouvelles qui ont circulé récemment sur la toile au sujet de la requête introduite par votre leader, Délice Sanga, à la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous, en province, en tant que la bouche autorisée en vol, vous êtes au courant de cette situation? En tant que la bouche autorisée, c'est vrai, je suis au courant de cette information qui a circulé sur la toile, selon laquelle mon président, mieux les conseils de mon président, avait déposé une requête contre M. Tshisekedi pour certains faits. Mais ici, il faut préciser que l'honorable Délice Sanga, mon président, encore moins ses conseils, n'ont jamais déposé une requête devant la Cour constitutionnelle contre qui que ce soit, y compris M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, on les battra dans les urnes. On ne va pas chercher à l'écarter tout en sachant bien comment fonctionne la justice. Nous, on va battre M. Tshisekedi dans les urnes. C'est dans les urnes que nous allons les déboulonner pour sauver cette population qui est victime de la mauvaise gouvernance érigée en système par M. Tshisekedi et ses coalisés. Voilà, maître, à moins que vous n'aviez un autre mot à ajouter. Le dernier mot, comme je venais de le dire, nous sommes à la veille de la campagne électorale. Il est vrai que depuis un certain temps, on nous a habitués à la violation des règles, à la violation de la loi, parce que comme vous le savez, la campagne électorale, conformément au calendrier tel que publié par la centrale électorale, est censée commencer le 19.
novembre. Mais nous constatons tous, avec vous d'ailleurs, que nos amis de l'Union Sacrée ont commencé leur campagne bien avant. Pour tous ceux-là qui continuent à suivre la RTNC, à chaque fois, il y a ce qu'on nous balance, soyez du bon côté de l'histoire. C'est de la campagne électorale qu'on bat déjà en faveur du candidat Tshisekedi, ou Félix Tshisekedi, avec notre argent. Parce que, comme vous le savez, la RTNC fonctionne avec l'argent provenant de tous les compatriotes qui payent, si vous voulez, des taxes et impôts. Donc c'est inadmissible dans un État qui se veut des droits. La RTNC est censée fonctionner en respectant certaines règles, j'y arrive, ou certaines normes, notamment le principe d'égalité de tous les citoyens. Parce que c'est un service public ou un service qui est censé être public. Malheureusement, on se rend compte que M. Tshisekedi a déjà commencé sa campagne là-bas. Et heureusement que pour nous autres, l'ennemi numéro un du candidat Tshisekedi, c'est pas nous autres, l'opposition, c'est plutôt son bilan qui est catastrophique dans tous les secteurs de la vie nationale. Je pense que le moment opportun, cette population qui nous suit, qui est victime, en même temps témoin de cette gouvernance de tâtonnement du régime en place, et pourra prendre des décisions conséquentes et sauver ce pays. En tout cas, Maître Mohamed Eyenga, Triomphe Congo Télévision, vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien. À moi de vous remercier pour avoir porté votre dévolu sur ma modeste personne. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici arrivés pratiquement à la fin de cet entretien qui nous a été accordé par Maître Mohamed Eyenga, cadre et aussi candidat à la députation nationale dans la province du Haut-Katanga. À tous et à toutes, nous disons merci et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.